Une porte fracturée, une mère sous le choc, juste une mère aussi sous le choc, un corps caché dans un garage qui n'aurait jamais dû être une chambre. Peu avant, quelqu'un avait signalé à la police un homicide en cours à cet endroit. Quand la police est arrivée, elle a découvert bien pire. 2 versions du crime, 3 anciennes relations croisées et tellement de mensonges qu'on aurait dit que chaque suspect vivait dans un univers parallèle. Au centre de tout cela, Kiara Macaulay, Isaac Apodaca et Grace Jennings, une jeune fille de 21 ans qui n'aurait jamais dû accepter cette invitation. Je suis Marcos Campos et aujourd'hui je vais vous raconter une affaire où chaque témoignage semblait plus absurde que le précédent. Avec des personnalités multiples, des ordres secrets et des contradictions si grotesques qu'elles semblent fictives, mais qui ne le sont évidemment pas. Et c'est peut-être la partie la plus effrayante de cette affaire. Si vous aimez les histoires vraies, abonnez-vous et suivez la chaîne. De nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous le pouvez, devenez membre. Ça m'aide beaucoup, vous le savez. C'est seulement 2,99 € et vous pouvez déjà aider au scénario et montage. Pas de soucis si ce n'est pas possible maintenant. Un like ou un commentaire, même un emoji, aide déjà l'algorithme à juger le contenu pertinent et soutient la chaîne. D'accord? Les messages sont passés. Passons aux faces. Le récit commence de façon chaotique, on peut le dire. Une femme désespérée appelle la police et signale que son fils est chez sa petite amie où un crime se déroule. Ce n'est pas une simple dispute, mais une grave agression, une tentative d'homicide. La police se rend donc sur place, arrive en mode opération cinématographique, armes à la main, en criant « Police, écartez-vous !» Ou plutôt « Sors doucement de là-dedans !» Vous voyez ce pack complet qu'on voit dans les séries policières? Eh bien, c'est à peu près comme ça. Et comme personne ne répondait à la porte, disons au premier appel, ils ont littéralement défoncé la porte. Après avoir enfoncé la porte, la troupe est entrée en criant que c'était la police et qu'ils étaient armés. Tu vois cette ambiance de « on n'est pas là pour prendre un petit café ?» Non. Mais là, une dame apparaît. Et ce qui est curieux, c'est qu'elle ne semblait pas effrayée par la police présente. En fait, elle était surprise, mais pas paniquée, comme on pourrait s'y attendre, avec la police armée chez elle. La vraie préoccupation de cette femme, c'était sa porte cassée. Du genre, bonjour, bon après-midi, qui va payer pour ça maintenant? Eh bien, c'était son ressenti, du moins ce qu'elle montrait à ce moment-là, comme si elle ne comprenait vraiment pas la raison de tout ce spectacle devant chez elle. Mais est-ce vraiment le cas? La conversation qui a suivi était insolite, étrange, un peu décousue. Chaque réponse rendait tout encore plus insolite, jusqu'à ce que, finalement, les policiers comprennent ce qui se passe là. Dans cette maison, il n'y avait que 2 personnes à ce moment-là, la mère et la fille. Et la fille, c'était Kiara Macaulay, 19 ans. La mère de Kiara répond alors aux questions que les policiers posaient là. Et elle lâche avec le plus grand naturel du monde que là, dans le garage de sa maison, il y a quelqu'un d'autre. Un corps, en fait. Et ce fameux garage, hein? Il faut préciser ici que c'était moins un garage qu'une petite chambre improvisée pour Kiara, d'accord? Pour la fille de cette dame, hein? Un débarras, une cachette, surtout le nid d'amour qu'elle partageait avec son petit ami Isaac Apodaca, 25 ans. Sauf qu'Isaac n'était pas là. Il avait disparu, hein? Il était hors du scénario jusqu'à présent. En quelques minutes, le chaos, ce chaos initial, commence à se transformer en certitude. Un homicide avait eu lieu là. Kiara est menottée et placée dans la voiture de police. Pendant ce temps, les experts entrent et trouvent le corps de Grace Jennings. Et là, mes chers amis, la scène est brutale. Plusieurs blessures par perforation. Au début, rien qu'en regardant, la police a pensé que ça avait été fait avec un couteau, une épée, hein, peut-être. Le coup présentait des signes d'une tentative de décapitation. Sur le côté, quand ils commencent à examiner de plus près, en effet, ils trouvent l'arme utilisée dans le crime. C'était vraiment une épée d'1 mètre. Oui, les gars, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une figure de style, c'est vraiment une épée ensanglantée. Dans les premières conversations, là, apparaît l'élément qui commence à tout embrouiller, disons. Grace n'était pas seulement l'ex-petite amie d'Isaac, elle était aussi l'ex-petite amie de Kiara. Apparemment, même séparés, Isaac aurait invité Grace à discuter avec lui et Kiara. Kiara, bien sûr, n'a pas aimé.
Elle n'a pas aimé l'invitation, l'initiative, hein, ni même l'idée de voir son ex et l'ex d'Isaac entrer dans la maison où elle vivait, où elle dormait. La mère de Chiara, celle-là même qui a ouvert la porte en se plaignant du fait que les policiers l'avaient cassée, etc. Elle n'a pas apprécié que Grace soit présente dans la maison. Tu vois, ben, on sentait déjà qu'il y avait, je sais pas, un certain passif derrière tout ça. Vieille dispute, ambiance tendue, amitié toxique, relation encore pire, tout un dossier de conflit. Chiara elle-même a appelé Grace son ex-petite amie. Sa mère a nié, elle a dit qu'elle ne savait rien de tout ça. Un autre nœud à démêler pour la police, n'est-ce pas? De toute façon, il n'y avait pas d'autre choix. Chiara serait placée en détention provisoire, sa mère enregistrée comme témoin, et le corps serait enlevé après l'expertise initiale. La prochaine étape, trouver Isaac. Il avait été expulsé de chez Chiara plus tôt ce matin, ce qui semblait habituel lors de leur dispute. Mais c'est justement lui qui a tout raconté à sa propre mère et lui a demandé d'appeler le numéro d'urgence. Voilà la femme qui a appelé le numéro d'urgence au début, hein. Désespérée, disant qu'un homicide était en train de se produire. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça. Et là, comme si la situation n'était pas déjà assez étrange et perturbante. La mère de la victime, la mère de Grace, est arrivée peu après les policiers, et celle qui a probablement prévenu cette femme de la tragédie, c'est Isaac lui-même. Il a appelé son ex-belle-mère disant qu'il était arrivé quelque chose de terrible. Interrogatoire intense. Le grand fait marquant dans cette affaire, on peut dire, a été l'action des enquêteurs, qui ont rapidement réussi à élucider tous les événements. Pour cela, ils ont parlé avec les suspects, hein, bien sûr. Chiara et Isaac, séparément, n'est-ce pas, Sébastien? Il n'y a pas eu de confrontation, là. Peut-être plus tard, mais voyons ce que chacun a à dire. Chacun d'eux, dans une salle séparée, a raconté sa version des faits. Et regardez les gars, je pense qu'il faut vraiment beaucoup de patience pour être enquêteur, non? Beaucoup de sang-froid en fait, parce que tu vas entendre, tu sais, une quantité absurde de choses, de blabla, de bêtises. Et faire semblant que tout va bien, que tout est normal. Juste en laissant le suspect parler pour qu'il se piège tout seul, au sens figuré bien sûr. Allons donc jeter un coup d'œil à l'interrogatoire de Chiara Macaulay. Dans le récit un peu fantaisiste que Chiara a raconté au détective dans la salle d'interrogatoire, après avoir avoué le crime, elle a expliqué que Gracie était là, dans le garage de sa maison depuis la veille au soir, en pleine conversation avec Isaac sur des sujets que Chiara ne connaît pas, ne maîtrise pas et qui ne l'intéressent pas. Les films, bandes dessinées, univers super-héros, etc. Autrement dit, pendant que les deux amis parlaient avec enthousiasme de tout cela, Chiara s'est sentie exclue. De la jalousie, n'est-ce pas? Ce sentiment d'ennui, un peu agacé, je dirais même plus agacé qu'ennuyé. Mais elle a dit qu'elle pense s'être endormie après ça et s'être réveillée plus d'une fois. Et tous les deux, Grace et Isaac, continuaient à discuter. Au fil des heures, ça a rendu la fille furieuse. Alors, elle a commencé à imaginer des moyens d'éliminer Grace, de faire disparaître la fille de la surface de la Terre. Et là, les gars, on parle vraiment de meurtre. Chiara fantasmait sur des façons possibles d'assassiner Gracie qui se trouvait sous le même toit, à quelques mètres d'elle. Cela soi-disant, parce que la fille parlait avec... Vous voyez ce que je veux dire maintenant? C'était un truc un peu... Il y a une faille dans l'explication, d'accord? Un trou dans l'histoire, je dirais. Mais continuons comme elle l'a raconté. Elles sont restées dans le garage. Grace a même dormi là-bas. Mais le lendemain matin, très tôt, à un moment où Isaac est sorti du garage pour aller aux toilettes de la maison, laissant les deux filles seules là-bas, Chiara a tué Grace. On ne sait pas si la victime était réveillée ou endormie, peut-être droguée, rien de tout cela n'est connu. On ne sait pas non plus s'il y a eu une dispute ou une bagarre. Ce qui a été rapporté, c'est que quelques minutes plus tard, en revenant au garage, Isaac est tombé sur Chiara, à la porte. Et elle lui a dit qu'elle avait fait cela, c'est-à-dire qu'elle avait assassiné l'autre fille. Sans vraiment croire à cette histoire, Isaac est entré et a vu de ses propres yeux que c'était vrai. Grace était allongée, morte, pratiquement décapitée, le corps avec des blessures d'armes blanches, du sang partout, Chiara avec ses vêtements ensanglantés. Un cirque de l'horreur, et de ce cirque,
Nous passons dans une autre salle d'interrogatoire. Écoutez ce qu'Isaac Apodoka a à dire. Les gars, après que Kiara ait été arrêtée, elle a déjà un peu balancé son petit ami, d'accord? Elle a déjà impliqué le gars dans le crime en fournissant aux policiers toutes les informations sur Isaac Apodoka, comme son nom, carte d'identité, numéro fiscal, adresse, plaque, couleur du caleçon, etc. etc. Le véhicule a été localisé en mouvement au milieu de la circulation, et il semble qu'Isaac était en fuite à ce moment-là. Dans son véhicule se trouvaient beaucoup d'affaires personnelles. Il a été invité par la police à se rendre au commissariat en tant que témoin de l'affaire et non comme suspect. Dans la version fantaisiste qu'il a racontée des faits, il était terrifié d'Asie, il avait peur de Kiara, il ne croyait toujours pas qu'elle soit une meurtrière. Il ne connaissait pas ses plans meurtriers, il n'avait participé à rien. Le crime avait eu lieu en son absence pendant cette période-là, n'est-ce pas? Pendant les quelques minutes où il est sorti pour prendre de l'eau, pour aller faire pipi, n'est-ce pas? Et ensuite, quand il est revenu là-bas dans le garage, il avait déjà vu tout cela. Alors, lui et Kiara se sont disputés et elle aurait renvoyé le garçon, ce qui était assez récurrent dans leur relation apparemment. D'accord? Isaac a trouvé que c'était une excellente occasion de quitter la scène du crime. Il est parti avec ses affaires jetées dans la voiture. Quand il était loin et déjà en sécurité, il a alors appelé sa mère, lui a tout raconté et lui a demandé d'appeler la police, ce qui a fini par arriver. Probablement trouvé au même moment, il a aussi appelé la mère de Grace pour l'avertir qu'il était arrivé quelque chose de très grave à la jeune fille chez Kiara. Ce que j'ai déjà raconté. Les policiers ont été très sympathiques avec lui et ont encouragé le jeune homme à tout raconter. Dans les détails, car c'est lui qui avait invité la victime chez l'autre. Pourquoi avait-il agi ainsi? De la petite amie folle et jalouse? Puisque les filles s'étaient disputées, il n'y avait plus d'amitié entre elles. Ces choses-là, n'est-ce pas? Isaac, interrogé à ce sujet, a fait l'innocent et affirmé ne pas vouloir créer de problème. Il pensait que les filles pourraient redevenir amies, qu'ils allaient juste regarder la télévision, discuter et que tout s'était bien passé. Ils ont tous dormi plus ou moins ensemble dans cet espace et le matin, les choses se sont passées comme ça, sans raison particulière. Sauf qu'il n'a pas participé. Hé, Isaacino, hein? Qu'est-ce que tu voulais, mon garçon? Inviter ton ex chez l'actuel, qui est l'ex de l'ex. Tu voulais des problèmes, non? Les contradictions? Bon, avec ce contexte encore un peu confus, la police a insisté auprès des deux suspects, auprès des personnes impliquées dans l'affaire. Kiara a dit qu'elle ne se souvenait de rien, qu'il y avait un trou de mémoire dans sa tête. Un trou de mémoire de quelques heures, ces petites heures importantes, tu sais? Mais oui, elle pensait qu'il était possible qu'elle ait commis le crime malgré tout. Mais il y avait un détail là-dedans et on va bientôt explorer ça, c'est vraiment intéressant. Mais avant, nous devons dire que ce fameux Isaac, qui était peureux et tendu, est devenu coopératif et détendu, disons, face au détective. Tellement détendu qu'il a renoncé à un avocat et a signé une autorisation pour que les autorités analysent son téléphone portable, afin d'en extraire les informations liées au crime de Kiara. Sauf que les messages récupérés sur le téléphone montraient qu'ils avaient tous les deux planifié ensemble la commission de ce crime. Que l'invitation qu'il avait faite à Grace faisait partie du plan d'assassinat, c'était un piège, une embuscade. Grace a été attirée vers sa propre exécution. Et toi, tu pensais qu'Isaac voulait juste avoir deux petites copines là pour, qui sait, n'est-ce pas? Ça faisait déjà partie de tout le plan pourri. Et, comme on l'a vu, il s'est tiré, il s'est barré du garage de la mort et il a appelé sa maman, complètement effrayée et perdue. D'accord? Bien. Cet appel a eu lieu environ 1 heure ou 1 heure et demie après le meurtre, ce qui impliquait le jeune homme sur la scène du crime comme coauteur, complice ou commanditaire. Il était là et il a certainement participé au nettoyage et à la modification de la scène du crime. Ce n'est qu'après qu'il est parti tout effrayé. Une autre information très choquante, en plus de la préméditation du meurtre, c'est que ce fameux Isaac était un sacré manipulateur mental. Et à plusieurs reprises, il a incité sa petite amie à commettre un crime. Pour qu'elle puisse, soi-disant, gravir les échelons au sein d'une organisation secrète et un peu mystique appelée Ghost, qui, en tuant quelqu'un, c'est-à-dire en tuant son ancien ami, son ex-petite amie, cela lui donnait plusieurs étoiles dans la hiérarchie de cette organisation,
où Isaac était un puissant magicien, l'un des chefs, mais franchement, c'était des conneries. Non, il n'y avait rien du tout, aucune organisation secrète. Deux imbéciles déconnectés du monde vivaient une histoire d'amour stupide dans un garage aussi sale que leur âme. Deux marginaux complètement à côté de la plaque, qui ne produisaient rien du tout, vivaient pour leur propre plaisir, très probablement financés par leurs pauvres parents. En plus de tout ça, c'était de mauvaises personnes, des graines du mal. Revenons au témoignage de Chiara et à la première petite salle que j'ai mentionnée, où il y avait des choses intéressantes. Tu te souviens? Intéressant pour le spectacle d'horreur, d'accord? Lors de la conversation avec le détective, la fille a insisté sur le fait qu'elle ne savait rien. Je ne sais rien, j'ai oublié. Elle ne se souvenait pas des choses. Elle a commencé à dire qu'elle avait plusieurs personnalités, qu'elle souffrait d'un trouble dissociatif de l'identité, ou trouble de la personnalité multiple, qui est un diagnostic très rare, caractérisé par l'existence de deux ou plusieurs personnalités. Et des symptômes comme des pertes de mémoire, l'oubli d'informations personnelles et un manque d'identification avec son propre corps, n'est-ce pas? C'est bien connu. D'ailleurs, il y a des films qui abordent ce sujet. Ça existe, mais pas chez Chiara, non? Pour l'amour de Dieu, c'est vraiment un spectacle de bizarrerie. Chiara dit qu'elle ne se souvient de rien parce que, selon elle, c'est une autre personnalité qui a tué. Eh bien, maintenant, nous avons plusieurs Chiara lors de l'interrogatoire, d'accord? Chacune a dit « vas-y et fais-le ». L'autre a dit « non, 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 ça va mal finir ». La troisième est apparue et a dit « tu ». Alors elle a dit « merde, je n'aurai pas le choix. Je vais devoir le faire, prendre une petite épée d'1 mètre ici et la planter dans le ventre de mon ami, lui couper la tête. » Le détective a posé plusieurs questions sur ces fameuses autres personnalités, leur nom et comment elles se comportèrent. Il lui a demandé si, selon elle, l'une des 4 personnalités aurait pu prendre le contrôle et commettre le crime. Ce genre de choses, tu vois? Le détective est resté totalement professionnel et c'était la petite histoire habituelle, tu vois? Il laisse parler pour voir où ça mène. Et le policier était là aussi, tu vois? Un peu en train de pousser, tu vois? Et la fille, elle délirait, inventant de plus en plus de mensonges. Parce que, tu vois, tu finiras aussi par inventer. Tu mens ici, tu mens là, tu mens encore ici. À un moment, tout devient chaotique et le détective finira par découvrir ton mensonge, non? Mais avec les preuves qu'il y avait dans les messages, malgré toute cette histoire à dormir debout, il a été prouvé que tout était planifié. Les preuves médico-légales ont également indiqué l'auteur du crime. Et il y a même eu un nettoyage partiel du garage. Comme je l'ai dit, avec des produits chimiques. Rien à voir avec une personnalité multiple, rien du tout. Au début de 2025, 2 ans après l'attaque, Chiara Macaulay, âgée de 22 ans, a plaidé coupable d'homicide aggravé et aussi de complot en vue de commettre un meurtre. Ceci concerne la mort de Grace Jennings en 1922, et cet aveu de culpabilité de sa part représente une grande avancée dans l'affaire, qui a connu de multiples reports du procès, en échange d'un aveu de culpabilité. La menteuse, au caractère unique, recevra une peine de 30 ans et témoignera plus en détail contre son petit ami, le peureux. Selon l'accord, Chiara sera condamnée à 30 ans de prison, 20 ans pour l'accusation de meurtre et 15 ans pour l'accusation de complot, qui seront purgés consécutivement. 5 ans de la peine aggravée seront toutefois suspendus si elle coopère avec les procureurs. De plus, Chiara doit purger au moins 85% de sa peine avant d'être éligible à la libération conditionnelle. Car le meurtre est classé comme un crime violent et grave. Les policiers et le parquet ont compris qu'Isaac Apodaca avait contraint Chiara Macaulay à commettre le meurtre. Et cela sur la base d'un message écrit qui a été retrouvé. Après avoir mentionné son évolution au sein de l'organisation secrète imaginaire, le jeune homme a écrit ce qui suit « Je veux que tu la tues. Tu dois mettre fin à sa souffrance en mettant fin à sa joie. » C'est fou, non? C'est vraiment bizarre et il reste des points non résolus, d'accord? Certains détails de l'attaque n'ont pas été évoqués, mais je pense que la victime n'a même pas eu le temps de crier ou de demander de l'aide, tu vois? Un autre point est, pourquoi Isaac a-t-il dénoncé le crime? Est-ce que c'était prévu dès le début ou pas dans sa tête aussi? Si, à un moment donné, l'idée était de cacher le corps et le crime, comment mesurer la stupidité d'Isaac et de Chiara? N'aidez pas, les gars. Il a signé une autorisation et remis le téléphone contenant les preuves contre lui. Et elle a inventé une histoire intenable de personnalités multiples. Comment sous-estimer les détectives à ce point, n'est-ce pas?
Il est impossible qu'une mort soit résolue en 60 minutes dans une petite salle d'interrogatoire. Et bien sûr, à la fin, pas de personnalité multiple. Ce n'était pas une organisation secrète, mais de la pure cruauté et une extrême stupidité bien trop avancée. Mais à vraiment ce point où le gars appelle la police, qu'est-ce qu'il avait en tête, mec? Je me suis demandé, voulait-il se faire arrêter? On en arrive vraiment là? Ou alors, pour lui, c'est un super plan. Jouer la victime. Ah maman, par pitié, Chiara. Ah, tu es Grace et tout ça, appelle la police. Tu crois qu'il pensait que ça allait? Mince mec, c'est comme ça, c'est tout. Je vous laisse l'espace des commentaires pour que vous puissiez donner votre avis sur cette affaire. Merci beaucoup pour votre compagnie, bisous du roux, et à bientôt pour le prochain épisode.